Dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur. Bientôt, j'éprouvais la sensation d'une clarté plus vive, d'une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d'ardeur et de blancheur. Alors je conçus pleinement l'idée d'une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase faite de volupté et de connaissance et planant au-dessus et bien loin du monde naturel. Ces mots qui avouent leur impuissance sur le seuil ineffable de la musique sont ceux de Baudelaire, qui en 1861 s'efforce de rassembler les impressions qu'il a reçues de l'ouverture de Lohengrin de Richard Wagner. L'idée de cet autre monde qu'évoque Baudelaire, un monde inaccessible au langage et à la description, se trouve précisément au cœur de cet opéra que le compositeur allemand finit d'écrire en 1848 et qui va donner à son œuvre un nouveau retentissement. Lohengrin est un jalon essentiel dans l'épanouissement de son art. De l'achèvement de la partition à sa création publique, 2 ans plus tard, l'ouvrage semble jaillir dans une impulsion doublement révolutionnaire. Sur le plan musical, Wagner lutte pour imposer des positions esthétiques nouvelles. Ses œuvres précédentes, Le vaisseau fantôme en 1843 et Tannhäuser en 1845, ont déjà dérouté le public de Dresde, où Wagner occupe la fonction de maître de musique de la cour, par des fusions innovantes de la voix chantée et de l'orchestre, du légendaire et du réel, ainsi que par l'ampleur philosophique du traitement des personnages. Dans Lohengrin, Wagner se saisit d'une légende de la littérature médiévale germanique, le chevalier au cygne, pour bouleverser encore un peu plus les conventions de l'opéra afin de les soumettre à des exigences tout à fait nouvelles. La résistance qu'oppose l'art de Wagner à l'ordre lyrique établi le pousse à se lier au mouvement révolutionnaire qui traverse l'Europe en 1848. Ce positionnement ostensible achève de compromettre les chances de voir aboutir la production de Lohengrin, initialement prévue à Dresde. Et cette déconvenue en retour exaspère encore la détermination révolutionnaire du compositeur. Si bien qu'en 1849, il est contraint à l'exil pour fuir la police qui s'est mise à sa recherche. Son ami Franz Liszt programme l'opéra pour la saison de 1850 au théâtre de Weimar. Et la critique n'épargne pas Lohengrin, mais au fil des représentations, le succès s'amplifie et attire des spectateurs de toute l'Europe. Grâce aux efforts de Liszt, Lohengrin marque le début de la véritable célébrité de Wagner en Allemagne. L'opéra se déroule donc au Moyen-Âge, à l'approche de l'an 1000, au duché de Brabant, près d'Anvers. On accueille le roi de Germanie, Heinrich Loisler, qui, s'étant déplacé pour alerter sur les menaces qui guettent l'Empire, s'enquiert des conflits internes qui minent le pouvoir local. Elsa, duchesse de Brabant, est accusée d'avoir tué son frère Gottfried pour usurper le trône. Le roi somme alors Elsa de se défendre devant celui qui l'incrimine, le comte Friedrich Telramund. Le miracle se produit. Le chevalier paraît sur les flots, à bord d'une nacelle guidée par un cygne. Il se présente comme le défenseur d'Elsa et accepte de l'épouser, mais à une seule condition, qu'elle ne questionne jamais son identité ni ses origines. Elsa jure fidélité à Lohengrin.
Le temps vient alors pour le duel entre Friedrich et l'énigmatique défenseur d'Elsa, duel dont l'issue sera tenue pour un verdict divin. Bien qu'on ignore très souvent qu'elle est de sa plume et qu'elle provient de cet opéra. C'est la très fameuse marche nuptiale qui amorce le troisième acte. Fusion du théâtre et de la musique, qui est, bien sûr, en un sens général, le principe même de l'opéra, mais qui s'envisage là dans un rapport infiniment plus étroit. Fusion, de ce fait, du lyrique et du symphonique, du chant et de l'orchestre. Dans Lohengrin, Wagner s'écarte un peu plus qu'il l'a fait jusque-là des conventions de ce que l'on appelle beau chant. Si chacun des trois actes s'écoule comme un flux ininterrompu, comment assurer la cohérence de si vastes structures musicales ? C'est là que Lohengrin comporte déjà l'amorce de ces très fameux petits thèmes qui, un peu plus tard, dans l'œuvre de Wagner, prendront le nom de leitmotiv, c'est-à-dire des motifs musicaux signifiant à la manière d'un pseudo-langage tel personnage, tel lieu, telle idée, etc., et pouvant s'articuler entre eux au fil de la narration. Il y en a ici pour Lohengrin, pour le Graal ou pour la question interdite. Et au XXe siècle, la musique de film reprendra pleinement le principe du leitmotiv. Enfin, tout dans l'esthétique de Wagner n'est pas que fusion. Et si le compositeur innove dans Lohengrin en jouant de deux registres correspondant à deux mondes, le monde surréel du Graal et de Lohengrin, et le monde réel terrestre, l'enjeu décisif de l'œuvre est ici qu'il n'y a précisément pas de fusion entre les deux, mais justement rencontre et impossibilité de fusion. Reprenant à son compte une tradition mythologique fournie de figures surhumaines qui aspirent à l'amour authentique d'un être mortel, c'est-à-dire qui aspirent à être aimés non pour leur part divine, mais pour leur part humaine, Wagner ne lie ces deux mondes que par le tragique de leur divergence. Et dans ses nombreuses déclarations, le compositeur ne laisse aucun doute sur ce que symbolise cette séparation irréconciliable, celle de la solitude insondable de l'artiste créateur qui voudrait être aimé en étant compris pour lui-même, et du monde qui ne l'aime tout au mieux que par malentendu. Cette dualité s'exprime musicalement par la démarcation des sonorités statiques et éthérées, caractérisant Lohengrin et le Graal dès le prélude, cette thématique des deux mondes, tout comme cette suspension du temps musical qui est sans nul doute la plus forte des innovations sonores de l'œuvre, se retrouveront quelques 30 ans plus tard dans le dernier opéra de Wagner, Parsifal. Et ce sera alors justement l'immersion dans cet en dehors du temps auquel peut s'ouvrir la musique, qui sera envisagée comme possible réconciliation, comme possible salut, touchant à ce qu'avait indiqué Baudelaire en désignant ce que les mots ne peuvent pas dire.